Cet échange entre femmes racisées se passe dans le cadre de la Queer Week. Donc c'est un festival qui a commencé hier, donc sur le genre, sur les questions de genre et de race. Et aujourd'hui, donc ça sera, je ne veux pas voler la parole de nos intervenantes, elle est puissante et très belle. Donc on va commencer avec Marie-Paul Saki, qui nous fera part de son expérience. Femme racisée, qu'est-ce que c'est? Il y a eu beaucoup de questions à ce sujet, donc y répondre. Voilà. Merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci à la Queer Week de m'avoir invité, merci à Soraya Abdelawi de m'avoir permis d'être là et de partager avec vous quelques-unes de mes réflexions autour de la question plus spécifiquement du fait d'être une femme racisée dans le milieu universitaire. Je vais surtout vous parler essentiellement de mon expérience en essayant quand même de la présenter de façon intéressante, que nous puissions échanger. Et par ailleurs, dans un deuxième temps, j'essaierai d'apporter une perspective en vous parlant par ailleurs de mon expérience en Afrique du Sud, puisque j'ai eu la chance de passer quelques mois en Afrique du Sud dans le cadre de mon doctorat, de mon 3e cycle, à Paris. Donc voilà, je vais commencer par vous parler de mes premières expériences à l'université et en particulier d'abord à Paris 4, à la Sorbonne, ensuite à Paris 8 et ensuite nous reviendrons sur l'Afrique du Sud. Ma toute première inscription à l'université, ça a donc été Paris 4, la Sorbonne, en histoire. Il faut savoir que quand on s'inscrit à l'université, en histoire, tout du moins à la Sorbonne, on se retrouve à Clignancourt, au centre universitaire de Clignancourt. Je dis bien on se retrouve parce que c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de développer un peu plus tard, mais Clignancourt, ce n'est vraiment pas Saint-Michel à tout point de vue. Et quand on commence au centre Clignancourt, c'est quand même un centre universitaire assez petit, on est un peu entre nous. Quand je dis entre nous, j'aime bien employer le mot de semblable, dans le sens que ce n'est pas que ces gens-là, de toute façon, je ne les connaissais pas tous individuellement, mais ils me ressemblaient quand même beaucoup dans le sens où on était tous très jeunes, en même temps, évidemment, on était en première année, mais on était aussi issus d'immigration, et à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de femmes parmi les gens qui s'inscrivaient. Donc, c'est un peu ma première expérience avec l'université française. Être au milieu de gens qui me ressemblent, qui sont issus aussi d'immigration, la plupart du temps d'un milieu assez modeste quand même. Et c'est dans ce cadre assez informel que se passent mes premières années. J'ai tenu bon en mal ma licence. Et là, on arrive donc au centre, à Saint-Michel, pour poursuivre mon master, mon 2e cycle, pour entamer mon 2e cycle. Et là, c'est une autre expérience de l'université de Paris 4 qui débute. C'est physiquement, vraiment, vous le ressentez. Saint-Michel, c'est le centre de Paris, c'est une autre coloration, vraiment, c'est le mot que j'emploie. Tant parmi l'environnement, les gens qui viennent à Saint-Michel, que ce soit les touristes, les Parisiens qui nous suivent, mais également au sein même de l'université. Et je peux dire, le thème aujourd'hui c'est la femme, c'est le statut de la femme racisée à l'université. Je peux dire que pour la première fois, je savais que j'étais noire et que j'étais une femme, c'est pas un problème, mais pour la première fois, mon statut de femme racisée est devenu une réalité dans la façon dont les autres me voyaient, me percevaient, dans les représentations que les autres avaient de moi. Je n'étais plus seulement une femme noire, issue de l'immigration, d'un milieu social, somme toute, non pas modeste, mais commun, pas favorisé. Non, désormais, j'étais une femme racisée dans le sens où c'était les autres qui me désignaient de cette façon-là. Et plus que la désignation, il y avait une attitude, un comportement qui allait dorénavant avec le fait que j'étais une femme racisée. Pour illustrer mon propos et ne pas être trop longue, ce qui est un de mes nombreux défauts, à Paris 8, en tout cas quand j'y étais,
en Master 2, on avait la possibilité de partir étudier en Erasmus. Et donc de choisir l'université dans laquelle on irait poursuivre ce Master 2. Ce choix, dans les, enfin, on va dire, était déterminé en fonction de nos résultats. Puisqu'a priori, on est quand même assez anonyme à l'université, les professeurs n'étaient pas supposés nous connaître individuellement, ou en tout cas, pas vraiment. Eh bien, je vous donne en mille, la réalité a été un petit peu différente dans mon cas. Je n'ai pas pu aller dans l'université de mon choix, alors que je tiens à le préciser, j'avais les meilleurs résultats de toute la promotion à mi-parcours, donc au moment où les résultats du premier semestre sont donnés. Donc, je n'ai pas pu y aller, et après avoir demandé une explication, le professeur qui s'occupait de désigner, enfin, de dire qui irait où, m'a pris dans son bureau et m'a expliqué que non, vous vous doutez bien quand même, mademoiselle Saki, qu'on ne s'attend pas au King's College à recevoir quelqu'un comme vous. C'est assez violent. Ce n'est pas évident à entendre, mais au-delà de mon cas, il ne s'agit pas ici de pleurer, ça va, je pense sur lui, ça va. C'est vraiment d'aller au-delà de ça et de se dire que être une femme racisée à l'université, en tout cas, comme moi je l'ai vécu à ce moment-là, c'est un système de domination. C'est parce que les autres vous voient d'une certaine façon, alors ils agissent en conséquence. Vous vous retrouvez enfermé dans une case, et je ne pense pas que dans l'esprit du professeur, c'était ma couleur de peau, ou le fait que vraiment j'étais une femme noire. Je veux dire, il s'agissait d'une université britannique. Les Britanniques ont leur immigration comme en France. Je ne pense vraiment pas. Je pense que c'est un tout. C'est un statut social. C'est le fait d'être une femme, c'est le fait d'être noire, c'est le fait de venir d'un certain milieu social. Je pense vraiment que c'est ça, que quand les classes se font de plus en plus rares, quand il s'agit de choisir les meilleurs, ce n'est plus seulement une question de mérite. C'est aussi véritablement la façon dont les autres vous perçoivent. Donc, en partie, Paris 4, ça a été ça mon expérience. Pour la première fois, découvrir que, oui, j'étais une femme racisée. Et non plus seulement, vraiment, je tiens à marquer la distinction. Je suis une femme noire, il n'y a pas de problème. Mais là, j'étais une femme racisée. Parce que j'étais noire, on me traitait d'une certaine façon. Enfin, certains, je veux dire, mon expérience à Paris 4 n'a pas été que cela. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'autres choses. Mais en partie, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ça a été ça aussi. Donc voilà quelques-unes des réflexions, quelques-unes des choses que j'avais à vous dire, en tout cas sur ce qu'a été mon expérience universitaire en tant qu'étudiante à Paris 4 à la Sorbonne. J'ai poursuivi ma scolarité, j'ai eu mon master, je suis passée à autre chose. J'ai choisi de faire un troisième cycle, mais en allant à Paris 8 cette fois. En allant à Paris 8 parce que je souhaitais faire de la sociologie, de l'anthropologie, et parce que j'ai eu l'opportunité, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, de passer le concours de l'Institut d'études européennes. C'est une école qui est intégrée à Paris 8 pour y faire plutôt de la culture, sociologie de la culture. Donc, mon expérience à Paris 8. Je dois dire qu'être à Paris 8, ça a été pour moi une respiration, véritablement. Me retrouver à nouveau parmi des semblables, des gens issus d'immigration, des femmes, des étrangers pour le coup, qui choisissaient de venir étudier en France. Et ça a été donc à nouveau l'occasion non seulement de me retrouver avec des gens que je considère comme des semblables, mais aussi l'occasion d'un processus intellectuel qui a été entamé en passant autant de temps à Paris 8, en me mêlant à ces étudiants qui sont pour la plupart extrêmement politisés, en suivant les cours de certains professeurs, Madame Ossichi, Madame Yassira Guény-Swolmans, qui est professeure d'anthropologie et de sociologie à Paris 8. Toute cette ambiance, toute cette énergie intellectuelle a été pour moi l'occasion de revenir sur ce que j'étais moi-même. Et dans cette partie, j'aimerais développer ces deux notions
qui ont marqué comme une rupture intellectuelle. D'abord, la notion de subalterne. Je pense qu'à un moment, il faut dépasser la notion de femme racisée, s'approprier d'autres mots, le dire autrement, et pour moi, employer désormais le mot de subalterne et par ailleurs celui d'outsider, ce sont deux termes qui aujourd'hui, pour moi, traduisent davantage ce que je suis, la façon dont je me perçois, mon évolution à l'université française. Donc, la notion de subalterne. La notion de subalterne, donc subalterne, c'est un mot que là j'emprunte à tout un courant d'idées qui a été développé donc, dans les universités anglo-saxonnes, en particulier dans les universités anglaises. Un personnage central qui s'appelle Stuart Hall, qui est un intellectuel brillant, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a plusieurs subdivisions. Subaltern Studies, Colonial Studies, Post-Colonial Studies. Jusqu'à aujourd'hui, on peut faire un lien avec les Gender Studies. C'est en fait la possibilité de donner la parole à ceux qui normalement ne l'ont pas. C'est la possibilité de ne plus considérer que certaines histoires sont en marche, que l'histoire, c'est aussi, par exemple, quand on fait l'histoire des États-Unis, ce n'est pas seulement de faire l'histoire des Blancs quand ils sont arrivés, des colons blancs, mais c'est aussi raconter l'histoire des Indiens, par exemple. C'est un peu l'idée. Enfin, ça méritait d'être davantage développé, explicité, mais c'est un peu l'idée. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de subaltern studies, parce que pour moi, elle dépasse la notion d'être une femme racisée, être une femme noire. Je suis plus que ça. Et je pense que de dire que je suis une subalterne, c'est de reconnaître que nous sommes dans un système de domination. Que quand on est une femme à l'université, c'est plus difficile que d'être un homme. Que d'être une femme noire, c'est plus difficile que d'être une femme blanche. Que d'être une femme noire issue d'un milieu social défavorisé, c'est plus difficile qu'être une femme noire issue d'un milieu favorisé. C'est ça pour moi être une subalterne. C'est plus qu'être simplement une femme racisée. Et j'ai le sentiment que ça traduit mieux les différentes évolutions que j'ai pu, qui sont bien, et que j'ai pu confronter à la réalité en étant étudiante à Paris 8. Donc subalterne, c'est une chose. L'autre idée, l'autre notion que j'aimerais développer dans cette partie, c'est la notion d'outsider, qui me paraît aussi être une notion fondamentale, en tout cas de mon point de vue, de ce que j'ai vécu, de ce que ça signifie. Outsider, je l'entends dans deux sens. D'abord le premier sens, qui est le plus usuel, que nous employons tous, le fait d'être à côté, de ne pas être dans le système, de chercher à y entrer, alors j'ai employé un anglicisme, mais de challenger le système pour y entrer, pour s'y faire sa place. Mais pour moi, je le complète par une idée qui a été développée par un autre intellectuel que j'aime beaucoup, qui s'appelle Edward Said, qui lui aussi malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps. C'est un intellectuel américano-palestinien qui était professeur de littérature à Columbia, entre autres. Et dans son livre « Des intellectuels et du pouvoir », il développe cette notion il développe une autre notion qui me semble être complémentaire de ce que je viens de vous dire. Pour lui, un outsider, en plus d'être celui qui est à côté et qui cherche à y entrer ou pas, c'est aussi la personne qui est porteuse d'idées en marge. Non pas en marge parce qu'elles sont moins importantes que les dominantes, que celles qui sont au centre, mais en marge et parce que c'est celles qui titillent. C'est d'apporter la contradiction. C'est d'être, par exemple, une femme noire, issue d'un milieu modeste, et choisir de faire un troisième cycle, de faire un doctorat, et de le faire. Et de ne pas considérer que c'est un obstacle a priori. Donc, pour moi, la notion d'outsider est très très importante dans le milieu universitaire français à partir de mon expérience. L'idée qu'on est à côté tout en y étant. Je veux dire, j'étais objectivement une étudiante, j'étais doctorante, je l'étais. Mais on est quand même à côté, parce que quand les places se font chères, se font rares, ce n'est pas à vous que l'on fait appel.
bien que vos résultats soient brillants, ou même quand ils ne le sont pas, parce que je pense que l'égalité, c'est le jour où on choisira une femme incompétente pour faire le même travail qu'un homme brillant. Donc, c'est le fait d'être à côté, mais c'est aussi le fait d'être celle qui, par sa présence même, ou par ce qu'elle dit, apporte la contradiction, fait des choses différentes, et donc bouscule un peu le système à sa petite échelle. Donc voilà, ces deux notions que j'ai apprises à développer à Paris 8, qui me semblent fondamentales, qui font partie de ce cheminement, enfin de ce que je qualifie de cheminement intellectuel. C'est-à-dire passer de « vous êtes une femme racisée parce que les autres vous perçoivent de cette façon-là, parce que les autres adoptent une attitude qui est celle-là par rapport à ce qu'ils perçoivent de vous » à « oui, effectivement, je suis une femme noire, issue d'un certain milieu, mais ça ne me pose pas de problème, parce que je suis plus que ça. Mais parce que j'arrive à dépasser cette notion. Parce que ma place à l'université, ce n'est pas seulement comment les autres l'aperçoivent, c'est aussi comment moi je l'aperçois. Donc, c'est comme, enfin pour conclure cette partie, j'ai envie de citer Pierre Bourdieu. C'est de ne plus être parlé, c'est d'être parlant. C'est d'être acteur de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Donc, ça c'est Paris 8. La poursuite du cheminement. Après Paris 4, ce sont les autres qui parlent de vous. Paris 8, où c'est à mon tour de parler de moi et de le dire, de le faire savoir aux autres. L'Afrique du Sud, qui pour moi a été une expérience juste fabuleuse. C'était que quelques mois, dans un contexte bien particulier, mais ça a été comme une révélation. On se persuade tous d'être très ouverts d'esprit. Oh non, moi les préjugés c'est pour les autres et tout. Non, non, quand vous y êtes, vous vous rendez compte que vous aussi vous avez des préjugés, que vous aussi il y a des choses sur lesquelles vous devez revenir et que vous aussi il y a des choses que vous devez dépasser. Pour moi l'Afrique du Sud ça a été ça. Donc, mais pour ne pas vous raconter toute ma vie, parce que je suis sûre que ça ne vous intéresserait pas, je vais quand même me recentrer sur ce que ça a été pendant ces quelques mois d'être une étudiante en Afrique du Sud. Donc à l'Université d'Afrique du Sud, c'est une université qui se trouve à Pretoria. Donc Pretoria, c'est la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Elle se trouve dans le nord du pays. Ça a son importance, je pense, parce que l'Afrique du Sud est un pays, je ne vais rien vous apprendre, mais profondément marqué par son histoire, notamment par l'apartheid. Et au nord du pays, parce que j'ai aussi après été au Cap, dans le sud-sud, et c'est encore autre chose. Donc vraiment, le fait que ce soit Pretoria, que ce soit le nord, ça a son importance. Et donc, j'arrive là, je fais le choix d'aller dans une guest house. En fait, c'est une espèce de maison étudiante, mais tenue par des gens du privé. C'est pas un truc public. Vous allez me dire, mais pourquoi elle raconte tout ça, quoi? J'y viens. En fait, ce que j'aimerais là développer, c'est cette idée de représentation inversée. Parce qu'en fait, en arrivant en Afrique du Sud, je n'étais plus noire. Non, non, vraiment, je n'étais plus noire. Être noire, ça ne comptait plus. J'étais surtout une étudiante européenne qui en plus venait de Paris, qui avait les moyens de s'offrir plusieurs mois d'études en Afrique du Sud, à Pretoria, de fréquenter normalement des endroits que seuls les blancs, les étudiants blancs fréquentent. Souvent, quand on sortait ou quand on était à l'université, j'étais la seule étudiante noire. Mais véritablement, je n'étais plus noire. Une anecdote pour illustrer une fois de plus mon propos. J'étais dans cette guest house, ça s'est très bien passé. Un matin, j'assiste à cette scène un peu incroyable où le propriétaire blanc de la guest house prend assez violemment à partie une de ses, je n'aime pas le terme de employés noirs, parce que tous les employés étaient noirs, bien sûr, noirs sud-africains. Et il lui faisait des reproches sur je ne sais trop quoi, mais vraiment d'un ton très cassant, très sec. Je suis là, j'assiste à ça, un peu ébahi, très très mal à l'aise. Et de la même façon qu'il s'est adressé à son employé, il se tourne vers moi et me dit « Mais toi, c'est pas pareil, tu viens d'Europe ?» Ah, bien sûr. Je
Je n'étais plus noire. Il venait de parler à cette femme noire sud-africaine. J'étais à côté de moi-même, femme noire. Mais non, c'est pas pareil quand même. Franchement, est-ce qu'on traiterait comme ça les Européens? Non, 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 je n'étais plus une femme noire. Je n'étais plus une femme racisée. J'étais une étudiante européenne qui, en plus, avait les moyens de venir étudier en Afrique du Sud dans un contexte très favorisé. Façon de dire et ce que je raconte là, ça a été très violent, sans phare, dans ce moment-là en particulier, mais c'est quelque chose qui pouvait se reproduire à l'université. On me donnait la parole sur des sujets alors que je n'y entendais rien, mais parce que j'étais l'étudiante qui venait d'Europe. Forcément, mon point de vue était valorisé. Forcément, je devais avoir quelque chose à dire. Alors que, bon, je pense que je n'avais sans doute rien à dire de spécial sur la chose en question. Mais non, 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 je n'étais plus, en tout cas dans la position de dominer, dans laquelle certains pouvaient m'enfermer ici, à l'université, notamment ce qui avait pu se passer à Paris 4. En quelque sorte, le stigmate était retourné. Il n'y avait plus de problème. Ma couleur de peau, le fait que je sois une femme, n'était plus un problème. Mon statut était le bon désormais. J'étais de l'autre côté de la barrière. Et c'est de mon point de vue vraiment fondamental. Parce que cette petite expérience du fait d'être une femme noire, en arrivant donc en Afrique du Sud, surtout que par ailleurs, bon, j'avais fait mon travail sur moi-même. Il y avait eu Paris 4, mais il y avait eu Paris 8, j'arrivais avec des formations solides, subalternes, je revendiquais ce statut. Mais non, 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 voilà qu'on me renvoyait à ma domination d'européenne. C'est-à-dire que non, non, non. Comment ça, tu es une femme noire? Non, non, non. Tu es de l'autre côté de la barrière. Tu es celle qui peut s'offrir des choses que nous autres, les étudiants noirs sud-africains, on a difficilement accès. Ou alors, non, bah, bien sûr que tu peux venir avec nous, même s'il n'y a que des blancs autour de nous. Ah non, toi tu vois, tu viens d'Europe quand même, tu viens de France. Il est hors de question qu'on te laisse derrière, quoi. Et c'est vraiment... mais enfin, encore une fois, au-delà de la question de la couleur de peau, d'être une femme racisée, je pense que c'est vraiment la question du statut social et de tout ce qu'il signifie. Et bien sûr, je ne sais pas où j'en suis, mais je pense que c'est... Bon. En fait, donc, pour terminer mon propos, ce que je voudrais dire, c'est que ici, je sais que j'ai été invitée donc, pour parler du statut de la femme racisée à l'université en partie, plus tout ce que ça signifie. Mais moi, je voudrais terminer sur le fait que, moins que d'être une femme noire ou une femme racisée dans un certain contexte, c'est vraiment la question du dépassement et de tout ce que ça signifie pour les autres. Et c'est pour ça que plutôt que de parler de femmes racisées, vraiment, je pense que ce qui compte, c'est le statut social tout entier. C'est comment les autres, dans chacune de vos dimensions, vous perçoivent. Je veux dire, si ici, ma couleur de peau, ou le fait d'être femme, ou le fait d'être d'un certain milieu social, c'est ce qui compte, dans un autre milieu, ou peut-être même si demain je vais dans une autre université française, une autre partie de moi sera valorisée ou dévalorisée. Et c'est pour ça que moi je voudrais finir par cette conclusion qui me tient quand même à cœur. C'est ce que moi j'appelle quand l'égalité cède le pas à l'égalitarisme. Moi, ce que j'appelle l'égalité réelle, c'est quand à l'université, tout le monde a la possibilité d'y aller mais parce que je m'inscris en faux avec cette idée qu'il voudrait que tout le monde aille à l'université. Ce n'est pas vrai. Et à preuve, il y a de moins en moins d'étudiants, de gens des classes sociales défavorisées qui vont à l'université. C'est ça la réalité. C'est pas vrai que tout le monde va à l'université. Et c'est encore moins vrai qu'on obtient un master ou un doctorat, etc. Il y a une vraie sélection à l'université. Et je pense qu'elle est moins sur la question, de mon point de vue, sur la question, ou en tout cas elle est de moins en moins sur la question du genre ou de la race pour devenir de plus en plus le problème de la classe. En Afrique du Sud,
Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu comme ça. Le problème, ce n'était pas d'être noir. Le problème, c'était d'avoir de l'argent, de ne pas en avoir. Le problème, c'était de quel était ton statut social. Est-ce que tu avais les moyens de te payer une année d'études dans une bonne université? C'était ça la question. Ce n'était pas est-ce qu'on est noir ou est-ce qu'on ne l'est pas, ou est-ce qu'on est indien, non. La question c'est est-ce que tu as les moyens de t'offrir ce que les autres peuvent s'offrir? Et de la même façon, dans beaucoup d'universités, là j'extrapole un petit peu, dans beaucoup d'universités, de bonnes universités américaines, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, c'est mon sentiment. Qu'il y a beaucoup d'étudiants noirs, d'étudiants latinos qui peuvent s'offrir une année à Harvard. Et j'ai envie de dire, c'est très très bien. Mais la réalité, c'est que ces étudiants-là sont en général issus de milieux favorisés, voire très très favorisés. Que fait-on de tous les autres qui sont de milieux plus défavorisés et qui ne peuvent de toute façon pas s'offrir du tout ce genre d'études? Et c'est là-dessus que je voudrais finir. Moi, j'ai une lecture vraiment marxisante de la société. Je pense que ce qui compte, ce sont les rapports de force, de classe, ce sont les rapports sociaux. Que nous vivons dans un système de domination, que, je me répète, il est plus difficile d'être une femme noire issue d'un milieu défavorisé que d'être une femme noire issue d'un milieu favorisé. Que ce qui compte, c'est la convergence des luttes, qu'il ne sert à rien, peut-être pas il ne sert à rien, tout le monde va penser que j'exagère, mais je pense qu'on n'a fait que la moitié du chemin quand des étudiants noirs s'inscrivent à l'université, mais quand des étudiants noirs issus des classes défavorisées ne peuvent pas. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je crois que c'est fini par Cette discussion, elle a été un peu difficile à arrêter. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace, en fait, pour pouvoir les introduire à cette discussion. On n'a pas beaucoup d'espace pour essayer d'expliquer ce qu'on est, avec des mots plus ou moins universitaires, et essayer d'expliquer des phénomènes. Il y a la question de la structure, et puis il y a la question plus personnelle. Et quand c'est plus personnel, il y a un peu ce qui a été dit dans l'ordre des témoignages, dans les deux précédentes interventions, qui est, on n'est pas vraiment sûr. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi, on n'arrive pas à le nommer. Et ça donne un sentiment de frustration et aussi un sentiment d'isolement. Et la sociologie, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, mais je vous dis à vous, je ne l'aurais pas dit à tout le monde, ça a sauvé ma vie à un moment donné. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de racisés, de femmes, et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'utilise le terme racisé, dans le milieu universitaire qui sont en sociologie. En sociologie de l'éducation, c'est pas un hasard. C'est parce qu'à un moment donné, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre la position dans laquelle on est. On a besoin de comprendre les systèmes de domination et les structures de domination. Parce que si on ne le fait pas, on se dit qu'on ne va pas y arriver. Alors, ça c'était pour la partie un peu personnelle. Maintenant, je vais essayer de vous donner les outils nécessaires, j'espère, que vous connaissez probablement déjà, qui peuvent vous aider à comprendre la situation. Un des outils que j'utilise, mais ce n'est pas un outil fétichiste, c'est-à-dire que vous en faites ce que vous voulez. C'est la notion de racialisation. Moi, les mots, pour moi, c'est des outils, ce n'est pas des fins en eux-mêmes. J'ai pas d'intérêt, j'ai pas de royalties sur l'utilisation du terme racialisation. Alors, racialisation, moi j'ai une définition qui est un peu longue, et on me dit parfois un peu complexe, mais c'est pas grave, j'assume. De la racialisation, donc c'est la mienne, puisqu'en fait il n'y a pas vraiment de définition stricte, rigide et consensuelle de la racialisation. Mais avant de vous la donner, j'ai envie de savoir ce que vous avez compris. Alors je vais demander à 3 personnes, 3 femmes racisées, de me dire ce qu'elles ont compris de la notion de racialisation. Vous ne disputez pas. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour, ton prénom? Aminata. Aminata, enchantée. Du coup,
moi, la racialisation, c'est le fait d'une assignation extérieure, que quelqu'un vous assigne, par ce qui est visible, en fait, par le peau notamment, et nous place justement dans cette... nous catégorise par cet aspect-là de notre personne, en fait. Et que ça devient la porte d'entrée pour te considérer toi en tant que personne, alors qu'il y a beaucoup d'angles qui sont possibles, mais c'est un espèce de focale très fort dont on a du mal à se détacher. Et donc c'est le processus d'assignation d'une personne à sa race, à sa couleur de peau. L'incident, bien entendu, que la race c'est quelque chose de biologique. Deuxième personne. Ça vous inspire pas? Moi, je vais hésiter. Deuxième personne. Ah, je suis têtue. Alors, vous savez pourquoi c'est aussi intéressant comme phénomène et pourquoi j'insiste? Parce que si vous preniez une assemblée... Alors, je suis allée voir le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur... En fait, je l'ai regardé, du coup, ça m'a déconcentrée. Et... je cherche des responsables. Et j'ai vu un super film sur Angela Davis. Et dans la salle, il y avait Angela Davis qui était plus déjà, machallah. Et la plupart des personnes qui étaient présentes, c'était des femmes racisées. Et au moment des questions, 3 questions seulement vous pouvez lui poser, parce qu'en fait, son film était diffusé dans 3 salles différentes au Quai de la Gloire. Et donc, du coup, elle n'avait pas beaucoup de temps, puisqu'elle devait aller de salle en salle. Et là, les 2 premières personnes qui ont pris le micro, c'était des hommes. Et là, je me dis, c'est juste pas possible. Et là, je rumine, et là, quelqu'un me dit, que parlez-toi? Et donc, du coup, je prends le micro, je dis oui. Et en fait, il y a aussi ce phénomène-là, donc d'autocensure et d'auto-exclusion, qui est plus que ça, en fait, c'est juste l'intériorisation, l'idée qu'on n'est pas à sa place et qu'on n'est pas légitime. Et qu'une des choses extrêmement importantes dans une stratégie d'empowerment, c'est-à-dire de prise de pouvoir, c'est de se rendre légitime. Vous savez, la plupart du temps, quand un homme blanc prend la parole, il n'a pas des choses très intelligentes à dire. Je vous le dis. Mais il pense que c'est important qu'on sache. Eh bien, j'aimerais que vous ayez ce type de confiance en vous. Pas que vous deviniez des hommes blancs bedonnants sûrs de vous, mais j'aimerais que vous compreniez que vous êtes plus que légitime à prendre la parole. Alors, je vais le redemander, s'il vous plaît. Deuxième personne à me donner sa définition de la question de racialisation. De mon point de vue, je vois cette notion de racialisation, comme je l'ai dit pendant mon intervention, je pense que c'est quelque chose, la race, qu'il faut que nous arrivions à dépasser. Que nous ne cesserons pas d'être noirs, d'être musulmans ou je sais quoi, et c'est vraiment, je pense que la racialisation, c'est un rapport de domination, mais dans lequel on a accepté qu'il y ait des dominants et qu'il y ait des dominés. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose... je m'inscris en faux avec cette façon de racialiser la société, quelle qu'elle soit. Je peux entendre que dans une société comme la société américaine, dans une société comme la société sud-africaine, ça puisse parler, ça puisse être significatif. Mais déjà, je pense que dans la société française, ça l'est beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Mais précisément, employer ces termes-là, se les approprier, c'est une façon d'admettre que c'est là-dessus que l'on doit poser, que c'est là-dessus que l'on doit partir, et je pense que ce n'est pas comme ça que l'on va y arriver. Troisième intervention. Ok. En fait, c'est un peu de mal avec le terme racialisation, je ne sais pas si c'est bien traduit, parce qu'au Brésil, on discute beaucoup de la notion de racisme anthropophysique, en fait. C'est-à-dire, c'est pour ça que les médecins ont tellement cherché, ils promuent la constitution de l'État-nation brésilien, justement parce que le racisme est anthropophysique. Donc, vous pouvez avoir 15 000 origines, mais dès qu'on vous voit comme blanc, comme blanchi, vous êtes blanc. Donc, c'est pour ça, par hasard, qu'il n'y a pas les listages brésiliens, qu'il y a l'histoire des fêtes de chirurgie pour améliorer les nez, de les raffiner. Donc, tout ce qui est proche de l'Occident blanc, en fait. Donc, je crois que je ne sais pas, parce que je suis pas le domaine, mais ce qu'on apprend là, c'est justement ça. C'est justement la question de que le racisme anthropophysique. On sait tous très bien qu'il race, c'est le chien, quoi. On est tous des êtres humains. Mais le racisme, socialement, il existe.
La race, socialement, elle existe, pas biologiquement. Alors c'est vraiment important parce qu'il y a une espèce de complexe en France, très français, comme plein d'exceptionnalisme français, qui est de ne pas aimer ou d'être mal à l'aise avec la notion race. Et ben, je me dis, moi je suis mal à l'aise avec le fait d'être racisée, mais je ne l'ai pas choisi. Alors, du coup, à un moment donné, il faut aussi apprendre il faut parfois s'approprier des termes. Alors la question de la racialisation, ce qui est très important et qui a été dit dans la première intervention qu'a faite Aminata, c'était la notion de processus d'assignation. Il y a une femme qui a écrit un article qui a dit « Mais qui dit qu'il peut entrer dans le club des racisés ?» C'est aussi pertinent que de dire « Mais qui dit qu'on peut entrer dans le club des handicapés qui sont avec des fauteuils roulants ?» En fait, on ne choisit pas. C'est quelque chose avec lequel on est, c'est un processus d'assignation nécessairement extérieur. La racialisation n'est pas choisie, sauf quelques cas, et je vais revenir dessus. Alors la définition que moi j'en donne, c'est la racialisation, c'est le processus d'assignation de caractéristiques médioratives ou péjoratives de type comportemental, psychologique et ou biologique, en raison d'une origine ou ascendance étrangère réelle ou supposée, de critères physiques qui renvoient à cette origine ou de marqueurs extérieurs de religiosité, de nature à produire une discrimination structurelle et dans tous les secteurs sur ces personnes. Longue définition, n'est-ce pas? Je peux la résumer en une phrase. Quand j'étais, grâce à Dieu, quand je suis partie, oui, parce que je suis musulmane, je cumule, quand je suis partie aux États-Unis, pendant un an à l'université de Berkeley, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur en African American Studies, qui était un homme noir, et on essayait de discuter de la notion de racialisation et la notion du fait d'être noir ou pas. Et il me disait, si moi je ne sais pas le définir, en tout cas quand je suis dans la rue, ben, la personne qui est en face de moi, elle sait que je suis noire. Et donc c'est toujours extérieur, et ça Frantz Fanon le disait déjà dans les années 50, il parlait de complexe épidermo-racial. C'est-à-dire épidermo-racial. C'est quelque chose, une catégorie dans laquelle on va vous classer sans même avoir besoin de réfléchir. C'est un raccourci cognitif. Et c'est là le point commun qu'il y a entre le genre et la race. C'est pseudo-basé sur la biologie. Un poubelle, et je sais, je vous ai déjà rangé dans 2, voire 3 catégories d'humanité. Et ces catégories, elles vont être performatives. C'est-à-dire que je vais vous prêter des caractéristiques biologiques, je vais vous prêter des caractéristiques psychologiques, je vais vous prêter des caractéristiques comportementales. Par exemple, je sais, c'est impressionnant comme ça. Le biologique, c'est de penser que les personnes noires ont des capacités musculaires plus importantes que les autres. Conséquence directe, 350 ans d'esclavage, puis ensuite plus de 250 ans d'exploitation capitaliste sur les hommes et les femmes noires du monde entier. Mais si on prend l'exemple de la France, c'est aussi dans le milieu de la santé, ou aux États-Unis, des conséquences dramatiques dans la prise en charge de la santé des femmes et des hommes noirs. Si vous êtes afro-américain aux États-Unis et que vous avez une crise cardiaque, vous avez plus de chances de mourir de votre crise cardiaque qu'un homme blanc, même si vous avez la même somme d'argent, et c'est là que ça devient intéressant avec la notion de classe, parce qu'on considère que les hommes et les femmes noires sont plus résistants physiquement. Donc on va leur donner moins d'antidouleurs, on va moins prendre en compte leur douleur, et donc il y a plus de chances qu'ils aient des complications au niveau de la santé. Vous allez avoir d'autres éléments, comme le fait que les femmes noires ont plus, et les femmes arabes aussi, dans le cas français, de césariennes que les autres femmes, lorsqu'elles vont accoucher. Pourquoi? Parce que si vous faites des césariennes, il y a un nombre limité d'accouchements que vous pouvez aller faire, et c'est un moyen donc de réguler la pureté de la race. Alors, sur la question aussi de caractéristiques médioratives ou péjoratives, il y a certaines caractéristiques que vous allez être considérées comme étant positives qui en réalité sont négatives de soi. Une de ces caractéristiques, c'est notamment ce dont a parlé, je me rappelle ton prénom, Lise tout à l'heure, qui était, voilà, je ne sais pas pourquoi, tiens, avec toi. Donc, du coup, une des caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure, qui était la notion de minority model. Alors la notion de minorité modèle, qu'est-ce que c'est? On la retrouve beaucoup aux États-Unis. Voilà, c'est l'idée que les Asiatiques, catégorie qui ne veut absolument rien dire et qui dire en même temps, si je vous présente quelqu'un dans la rue, vous direz tout de suite catégorie asiatique ou pas asiatique. C'est ça la force du racisme, c'est que c'est devenu une catégorie cognitive tellement efficace que vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est moins d'une fraction de seconde, vous avez déjà classé l'humanité. Puisque le genre et la race, avant tout, c'est un système de hiérarchisation et de classification des êtres humains.
Ça, c'est très important de comprendre. Hiérarchisation et classification des êtres humains. Donc, parmi ces minorités modèles, il y a l'idée qu'ils seraient bons dans certains domaines et qu'ils ne seraient pas bons dans d'autres domaines. Mais comme elle le disait, en fait, il va y avoir des effets directs de l'idée que vous seriez plus ou moins bon. Si on vous dit que vous êtes meilleur en sport, et c'est ce qu'on dit souvent aux femmes et aux hommes noirs, surtout aux hommes noirs, vous êtes bon physiquement, vous avez des muscles, vous pouvez investir, vous allez avoir tendance à vous investir dans ce genre de profession. Vous allez vouloir être sportif, on va vous dire ouais, il est plutôt bon en danse, ou il est plutôt bon en musique, et vous allez vous investir dans ces domaines-là. Plus rarement dans d'autres domaines que vous allez penser n'étant pas les vôtres. Ça, c'est extrêmement important parce que la race, c'est aussi une division du travail social. Je reprends. La race, c'est aussi et avant tout une division du travail social. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, notre société, la division raciale et la hiérarchisation raciale qui est faite dans notre société, elle s'est accompagnée d'une division du travail social. En fonction de la catégorie raciale qu'on vous a assignée, vous allez vous orienter plus ou moins vers un type de métier. Je vais reprendre la définition de Aníbal Quijano. Alors, moi, je ne parle pas espagnol, donc je ne sais pas comment ce nom était censé être prononcé avant que je le massacre. Donc, les nouvelles identités historiques produites sur la base de l'idée de race furent associées au rôle et au lieu qui correspondaient à la nouvelle structure globale du travail. Pourquoi c'est important? Donc, une race, on lui associe un rôle et on lui associe un lieu. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, la race noire, comme elle va être construite, au 15e, 16e siècle, dans les siècles durant, qui vont dans les siècles suivants, ça va être des assignations essentiellement à des métiers physiques qui se passent à l'extérieur. Donc vous allez avoir toute la société des plantations qui va se développer. Et dans ces sociétés des plantations, il y a l'idée voilà, que les hommes, donc les champs de coton, etc., les hommes et les femmes noires ont un corps qui est plus adapté à travailler à l'extérieur et en l'occurrence dans certains espaces, comme les champs. Aujourd'hui, vous allez retrouver des mêmes logiques avec l'idée que les femmes et les hommes racisés, eh bien, d'ailleurs, peu importe la racialisation, leur place, c'est l'usine. Et vous allez avoir cette division du travail presque naturelle. Vous avez bien sûr aussi une division du travail qui est genrée. Si vous êtes une femme, vous allez être plutôt prédisposée à faire les métiers qui sont en lien avec le care, infirmière, enseignante, sage-femme. Il faut savoir que quand il y a plus de femmes que d'hommes dans n'importe quelle d'ailleurs des formations universitaires ou professionnelles, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une dévalorisation du métier. C'est-à-dire une baisse des salaires et moins grande reconnaissance. C'est un peu la même idée avec l'idée de la race. Donc un noir ou un arabe qui fait de la musique, c'est pas très surprenant. Par contre, un noir et un arabe qui se retrouvent à faire du nucléaire, là on est dans quelque chose de beaucoup plus surprenant. Une femme asiatique qui décide de faire la littérature, il y a cet effet de surprise. Cet effet de surprise, il a été conceptualisé par une femme qui a écrit sur le Dominic Ground. Elle s'est intéressée à la question d'être noire au Canada. Et elle s'appelle Catherine McKittrick. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que cet effet de surprise, il est extrêmement important à comprendre parce qu'il ne nous quitte jamais. Et cet effet de surprise, quand quelqu'un vous pose la question, on vous demande « tu fais quoi dans la vie ?» À mon avis, là, si on prend ça, combien d'entre vous faites des études dans le supérieur? Si. Donc, et parmi vous, combien se considèrent racisés? Ok. Donc, je suppose que vous avez eu, comme moi, ce moment de surprise. Vous dites ce que vous faites dans la vie. Oui, bon, moi je suis doctorante en sciences politiques. Really? Cette espèce de moment de stop, de prise à distance, de surprise, ça aussi ça a été conceptualisé parce que c'est l'idée que vous n'êtes pas là où vous devriez être. Et vous n'êtes pas là où vous devriez être pour deux raisons. Première raison, parce que dans la division raciale du travail social, ce n'est pas le rôle qu'on vous a assigné. Deuxième raison, cette division raciale du travail social s'accompagne d'une assignation territoriale. Et cette assignation territoriale, elle fait que lorsque vous vous retrouvez à Saint-Michel, lorsque vous vous retrouvez dans l'antre du pouvoir, dans ce qui peut incarner ce pouvoir blanc républicain, vous êtes physiquement, embodiment, quoi, votre body là, il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place parce qu'il dénote avec l'environnement en face. Et ce sentiment-là, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, de malaise, il est extrêmement important à comprendre. On se sent mal à l'aise, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, et je ne viserai personne, une jeune femme m'a demandé est-ce que c'est réservé aux racisés? Est-ce que c'est un truc non mixte aujourd'hui? Et c'est très gentil d'avoir pris ça en compte. Ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, moi j'arrive dans des salles qui sont 99,9% blanches. Et personne ne me dira non mais c'est réservé aux blancs. Ils n'ont pas besoin de le dire. C'est-à-dire que le malaise que je vais ressentir au moment où je vais mettre le pied dans cette salle suffit pour que je reste en dehors. Et ce mécanisme-là d'exclusion, insidieux, il est extrêmement performatif et il est extrêmement présent.
continuer dans cette logique-là, je vais prendre 2 exemples. Un exemple, quand j'ai fait mon master, j'ai fait plusieurs masters, mais j'en ai fait quand j'étais à la Sorbonne, et il y a eu ce qu'on appelle le grand oral. Donc on m'interroge. Et grâce à Dieu, les mots sortent assez facilement de ma bouche. Et donc du coup, le grand oral, ça se passe très bien. Et le directeur du master m'arrête, je suis en train de parler, il m'arrête. Et il me dit, mais vous avez reçu une formation pour parler comme ça? Et je dis, pardon? Et il me dit, oui, mais là, quelle formation vous avez faite? Je dis, bon bah voilà, j'ai fait une licence dans tel domaine, j'ai fait un master dans tel domaine. Non, non, mais bon, oui, bah j'ai fait ça, j'ai fait... Et il n'arrivait pas à croire qu'il n'y avait pas une formation spécifique, qui avait fait qu'à un moment donné, eh bien, je puisse m'exprimer comme ça. Ce phénomène de surprise, c'est exactement le phénomène de surprise qui a été conceptualisé par Catherine McKittrick dans le bouquin dont je parle. Si vous voulez, je suis toujours faire des listes de bibliographies, puis je ne les fais jamais, donc voilà, n'en voulez pas. Et donc voilà, donc ce phénomène de surprise, il est extrêmement important. Ce phénomène qu'on appelle l'autocensure, c'est plus que ça, c'est l'intériorisation de l'idée que vous n'êtes pas faite et vous n'êtes pas à votre place, et vous n'êtes pas fait pour être là, parce que la division du travail social est avant tout une division raciale, est une division genrée. C'est aussi le cas dans le temps. Il faut savoir que par exemple l'accès aux femmes, l'accès des femmes blanches au milieu du travail, s'est fait au détriment des femmes noires. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, les femmes noires ont quasiment systématiquement été, surtout dans les milieux ruraux, condamnées à des peines de prison, qui étaient en réalité des peines de travail dans les fermes, où elles travaillaient, ça revenait à travailler dans les chaux de coton comme l'étaient leurs ancêtres esclaves, et ensuite un travail domestique. Et elles avaient 4-5 ans qu'elles devaient à des familles blanches où elles devaient s'occuper des enfants. Et une fois que ces femmes noires qui ne pouvaient pas s'occuper de leurs propres enfants devaient s'occuper des enfants des blanches, eh bien ça laissait le temps à ces femmes blanches de pouvoir accéder au marché du travail. Donc il faut se dire que très souvent, les émancipations des unes, c'est fait au détriment de l'émancipation des autres. Donc cette division du travail social, cette division du travail intellectuel, elle est extrêmement importante à comprendre, pour comprendre aussi pourquoi les racisés s'orientent plutôt dans certaines filières universitaires et pas d'autres. C'est aussi des choses qu'on a intériorisées. Il y a des stratégies qui sont mises en place par les personnes qui sont dominantes. On parlait de la question des concours tout à l'heure. Vous allez avoir des ouvrages majeurs de Pierre Bourdieu, il n'a pas tout inventé, hein. Mais il y a une interaction très intéressante qu'il a eu un jour avec un étudiant qui lui a dit dis donc, c'est pas parce qu'il est dans Bourdieu il y a Dieu que ça veut dire que tu dois te prendre pour lui. Bon, c'est important, mais quand même il a écrit des choses pas mal. Parmi les choses qu'il a écrites qui étaient vraiment bien, c'est le livre de la reproduction et la noblesse d'État, et les héritiers aussi. Voilà. Donc du coup, pourquoi c'est important? Parce qu'il explique que en fait, c'était intéressant, c'est là que j'ai entendu cette phrase, c'était c'est plus le mérite qui fait la différence. Le mérite n'a jamais fait la différence. C'est pas les meilleurs qu'on prend dans les écoles. C'est pas les meilleurs qu'on prend dans les grandes écoles sur concours. C'est pas les meilleurs qu'on prend dans les universités. C'est pas les meilleurs qu'on prend dans les ministères. J'espère que je ne brise aucun rêve. Ça n'a jamais été le cas. La méritocratie, c'est du délire. Le racisme, c'est quoi? Le racisme, c'est un système de distribution asymétrique des ressources et des privilèges. Et vous avez tiré le mauvais numéro. Il n'y a rien de plus simple. Et donc ce système-là, il est fait pour quoi? L'idée de concours, c'est quoi? L'idée de concours, c'est juste là pour valider une culture légitime. Et c'est pour ça que la question produit du terroir, eh bien c'est insidieux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est raciste, on ne peut pas dire qu'elle est classiste. Mais toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez toutes, vous et tous, au moment où il y a quelque chose qui est en train de se jouer, vous n'arrivez peut-être pas à mettre le mot dessus, mais vous sentez qu'il y a une injustice. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et pour moi, le phénomène de racialisation, comprendre ces mécanismes-là, c'est salutaire. Pour moi, c'est la première étape. Évidemment que ce n'est pas une identité positive, dans le sens où personne dit « Ah, je suis racisée, c'est fun, c'est cool ». Et si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas compris le principe. Mais vous allez aussi avoir des mécanismes de racialisation et des racialisations volontaires. Vous allez avoir des mécanismes d'exacerbation ou d'auto-exotisation. Et ça me fait vraiment de la peine, j'ai envie de dire, et en même temps, je comprends. Vous allez avoir deux mécanismes, soit la blanchisation ou l'actification. L'actification, c'est le terme de François Fanon, je kiffe. Je trouve qu'on comprend tout de suite de quoi on parle. C'est-à-dire que vous allez adopter des règles et des comportements qui sont considérés comme étant légitimes parce qu'ils sont adoptés par une classe sociale, culturellement, racialement et géographiquement dominante. Donc à l'actification, ça peut passer par se lisser les cheveux, se blanchir la peau, la chirurgie esthétique dont on parlait tout à l'heure, les vêtements, la façon de parler, la façon dont vous allez vous moquer des blédards, terme extrêmement raciste.
Blédard, c'est juste quelqu'un qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. On ne parle pas de blédard quand on parle d'allemand, on ne parle pas de blédard quand on parle de gens qui sont nés en Suisse et qui arrivent en France. Pourquoi on parle de blédard quand on parle de Marocains ou de Tunisiens qui arrivent sur le territoire français? Mais vous allez l'intérioriser, vous allez dire que moi, je ne vais pas me marier avec un blédard. Voilà, processus de laxification, blanchisation perdu. Deuxième processus, vous allez aussi avoir le processus d'auto-exotisation et l'idée de narratif. Vous allez vendre votre propre histoire. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et ce qui est complètement compréhensible, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où on vous demande de vous justifier sur votre position. Où on va vous dire, bah vas-y, alors vous venez d'où, racontez-moi votre famille. Et si là, vous leur dites pas que vous venez d'une famille avec 18 enfants, que vous avez quitté votre mère et votre père parce qu'ils ont voulu vous marier de force, que vous avez subi l'excision 4 fois, il ne reste plus grand-chose. C'est pas, voyez. Donc il y a aussi ce moment où on est tenté de romancer un peu le truc ou de jouer sur leur cliché. Et c'est extrêmement difficile parce qu'on ne sait pas quelle est la position à adopter dans ce genre de situation. Alors vous avez plusieurs femmes très importantes qui ont compté dans, et hommes, parce que là j'arrête pas de dire femmes, mais les discriminations subies par les hommes racisés à l'université sont autrement plus violentes que les discriminations subies par les femmes racisées à l'université. Je répète, les discriminations subies par les hommes racisés à l'université sont autrement plus violentes que les discriminations subies par les femmes racisées. Alors vous allez me dire, le sexisme, la racialisation, l'exotisation des femmes racisées, aucun doute. On va pas se mentir. Dans les milieux universitaires, c'est aussi des milieux exclusivement masculins. Le mythe de la femme noire sexy, qui peut peut-être, on ne sait jamais, sortir avec un des mecs blancs de l'université, l'idée que la femme orientale, peut-être que, bon, si elle n'est pas voilée, on peut quand même se la faire, ça fait qu'à un moment donné, ça entrouvre une porte. Ça entrouvre une porte qui n'est pas ouverte pour les hommes racisés, qui est beaucoup moins ouverte pour les hommes racisés. On peut revenir dessus. Et c'est pour ça que la notion d'intersectionnalité et de racialisation, pour moi, elle est très importante. Parce qu'elle met en avant l'idée de processus. La racialisation, c'est très intéressant ce que disait tout à l'heure Marie-Laure quand elle disait que quand elle était en Afrique du Sud... c'est Marie-Paul, mais c'est pas grave. J'ai un problème avec les prénoms de prénom. Un peu quand même, mais c'est pas grave. Et tout à l'heure, j'ai écorché celui dessus. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elle dit qu'elle s'est retrouvée en Afrique du Sud et qu'elle n'était plus noire. Non. Autre chose s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? C'est moi, non? Non, privilégié, question de la classe, quoi d'autre? En fait, on m'avait pas l'expression, c'était Shakira c'est nègre en fait. C'est comme le fait que je sois noire brésilienne, que j'arrive à Sciences Po et que j'ai la même fille, la même carte que moi, même mes amis de Brésil me confondaient avec elle, mais elle était martiniquaise. Qu'est-ce qui était mieux? Différemment. La Martinique, Brésil. Et le Brésil, donc j'arrivais à la scolarité, une fois on m'a confondu avec elle, j'ai pas le même traitement. Avec moi, les gens étaient adorables. Oh là là. Donc Shakira c'est nègre. Mais alors ça c'est extrêmement important, oui, de comprendre que du coup il y a ce mécanisme qui rentre en jeu, mais l'idée d'interaction et l'idée de processus et d'intersectionnalité, c'est que ces différents éléments de votre personnalité qui vont se mettre en place. Le complexe épidémo-racial, l'idée de race, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas. C'est quelque chose, vous vous levez le matin, vous ne vous découvrez pas. Alors, je vais prendre mon exemple, d'accord? J'arrive dans une pièce, et dans cette pièce, c'est des amis à moins que moyen, donc noirs, et là, je m'assois sur le canapé, et là, il y a un petit garçon de 7 ans qui rentre, qui est donc le frère d'une de mes amies, qui dit, c'est qui cette blanche? Et là, moi, je me retourne à droite. De toute ma vie, on m'avait pas dit, personne ne m'a jamais appelée blanche, jamais ça. En fait, il parlait de moi. Et il avait raison. Il avait raison dans le sens où, dans cette configuration-là, au niveau des privilèges que moi j'avais en tant que femme racisée, le privilège coloriste, et lui en tant que petit garçon noir, il avait tout de suite compris que la position que j'occupais dans l'espace social était une position privilégiée. Et en ce sens, il m'avait rangé dans la catégorie blanc. Extrêmement jeune pour moi. Et pourtant, il avait raison. Autre moment, je rencontre une femme, j'étais au congrès des recherches féministes francophones en Suisse. C'est une femme qui est tunisienne, islamophobe comme pas possible, très très claire de peau, qui est professeure de français, c'est important. Professeure de français en Tunisie, qui à un moment donné dit « nous les blancs ». Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'elle n'a pas compris. Et en fait, elle avait tout compris. C'est-à-dire que dans son pays, cette femme est blanche. Elle
a tous les privilèges de la blancheur, la catégorie sociale, la question culturelle, elle s'identifie aux Français parce qu'elle-même parle français, et donc du coup, vu que la majorité des Français sont athées et anticléricaux, et ben elle était elle-même athée et anticléricale, et donc elle avait une position de dominante dans son pays. Et je pense juste qu'elle allait découvrir, si elle restait un petit peu plus longtemps en Suisse ou en France, qu'elle n'était pas blanche que le reste des Français. Mais dans son pays, elle était blanche, et c'est là où c'est important. C'est qu'on commet une erreur fondamentale quand on croit qu'on est racialisé de la même manière dans toutes les situations, dans toutes les interactions qu'on a avec les individus et dans tous les pays. C'est faux. C'est absolument faux. C'est pour ça que l'intersectionnalité, c'est important. L'intersectionnalité, c'est pas juste l'addition de caractéristiques socio-anthropomorphiques. C'est plus que ça. C'est l'idée qu'en fonction du contexte dans lequel on est, on bénéficie ou non de privilèges. On va pas se mentir ici, on a tous fait des études d'enseignement supérieur, donc on est tous des privilégiés. Toutes et tous des privilégiés. Si vous ne comprenez pas ça, que déjà là, ici, on est le haut du panier chez les racisés, vous êtes en train de reproduire une discrimination majeure.